Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous info de la mi-journée. Dans l'actualité, la grève qui se poursuit dans les transports marseillais, la fin du vélo en libre service à Aix-en-Provence et puis nous nous envolerons au-dessus des Alpilles en hélicoptère. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Daniel Sperling, adjoint au maire délégué à l'accès à Internet pour tous. Vous l'avez sûrement remarqué si vous êtes un habitué des transports en commun marseillais. Depuis le 31 mars, les salariés de la RTM observent une grève perlée. Ils s'arrêtent de travailler quelques heures tous les jours. Des revendications salariales des syndicats Sud, CGT, CFTC et ASL. On écoute un de leurs représentants au micro de Michael Flores. C'est une grève perlée concernant des revendications salariales. Ceux qui luttent là en ce moment, c'est ceux qui se lèvent à 4 h du matin, qui ont des repas et des horaires décalés, qui subissent le stress et l'insécurité. Donc nous demandons une juste reconnaissance de notre entreprise par rapport à tout cela. La revendication, c'est le doublement de la prime du dimanche et la création de la prime du samedi, une demi-journée de salaire payée. En sachant que les traminots, 3 week-ends sur 4, ne le passent pas en famille, ils sont au bord de leur autobus en train de rouler. Et le mouvement se poursuit ce week-end. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, le trafic sera perturbé, sera normal pour les métros et les tramways, mais perturbé pour les bus à certains moments de la journée. Plus d'infos en contactant la RTM ou en visitant leur site internet. La petite reine détrônée à Aix-en-Provence, la municipalité a décidé de résilier le contrat concernant les 200 vélos en libre service dans le centre-ville. Selon la mairie, la bicyclette n'a pas conquis les Aixois. Explication avec Fanny Fontan. Il retourne dans l'ombre. À Aix-en-Provence, d'ici quelques semaines, les vélos en libre service ne circuleront plus dans la ville. Les 16 bornes mises à disposition en 2007 n'auraient pas suffisamment créé l'engouement. C'est du moins l'argument qu'a avancé la mairie en conseil lundi pour résilier son contrat avec Deco. Une chose était sûre, c'est que ça coûtait très cher à la collectivité de résilier le contrat, même en payant des indemnités de rupture qui seront à négocier bien entendu. Et il faudra quand même attirer l'attention de Deco en disant que c'est lui l'homme de l'art. Et c'est lui qui aurait dû faire les études préliminaires. Les négociations sont en cours, impossible pour le moment de connaître le montant de la résiliation. Pour les écologistes, le non-engouement des Aixois est aussi dû aux emplacements des stations. Trop proches du centre-ville et pas assez pensées par la mairie. Elles sont espacées en centre-ville, donc concentrées en centre-ville, sur des parcours que l'on peut faire à pied si vous voulez. Donc ça n'incite pas à prendre le vélo. Donc il fallait positionner les stations en dehors du centre-ville, par exemple près des lycées, près du lycée Cézanne, près d'un lieu comme la clinique Axiom également, près des facs, près du pont de l'Arc, etc. D'ici 2012, Aix-en-Provence sera parmi les 8 villes tests pour les zones d'action pour l'air. Afin de lutter contre la pollution, les vieilles voitures de plus de 13 ans seront interdites dans le centre-ville et les vélos en libre service auront disparu. Marseille 2013 approche, des musées sont rénovés, d'autres doivent encore sortir de terre. Et pour stocker les pièces des futures expositions, une réserve de 4500 mètres carrés dans le nord de la ville. Ces portes étaient ouvertes à la presse hier, mais l'adresse exacte doit être tenue secrète car il recèle d'œuvres d'époque et de styles très variés. Certaines pièces datent de l'Antiquité. On écoute Renaud Muselier, délégué à Marseille 2013, et Annie Philippon, conservatrice du patrimoine, au micro de Claire Pin. On se sert bien sûr de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture en 2013, pour rénover nos théâtres, nos opéras, et ces 50 grands projets sur Marseille qui représentent quand même 600 millions d'euros, et on sera prêt. Mais au-delà de ça c'est le contenant. Au-delà du contenant, il y a le contenu. Et le contenu, il faut le protéger, il faut le mettre en place, il faut le surveiller. Et ce sont nos archives et ce sont nos réserves. Les réserves des musées sont des lieux vivants, ce ne sont pas des lieux où on éteint la lumière une fois qu'on a rangé tous les objets. Au contraire, les collections sont souvent prêtées à l'extérieur, à d'autres musées pour des expositions temporaires, ou alors elles servent à renouveler les présentations permanentes, ou même elles peuvent alimenter des expositions temporaires sur des sujets extrêmement variés. Vous vous rappelez sûrement de Sylvain Augier comme l'ancien animateur vedette de l'émission La Carte au Trésor. Eh bien, il n'a pas vraiment quitté les hélicos. Désormais, ce sont des enfants qui l'emmènent avec lui, avec l'association Les Petits Ambassadeurs de Provence. Hier, des Marseillais de l'école Ruffi ont profité d'un baptême de l'air au-dessus des Alpilles.
Marie Puvieux et Camille Bossard se sont envolés avec eux. Tu serres, ok? Là derrière, ça va se tourner tout seul, c'est comme la voiture. Quelques conseils de sécurité et c'est le grand départ. Clément, Serine et Abdoulaziz embarquent pour leur premier vol en hélicoptère. À quelques mètres au-dessus des Alpilles, les sourires ne quittent plus les visages. C'est vraiment extraordinaire ce qui nous arrive, car on a beaucoup de chance d'être monté dans cet hélicoptère. Objectif de la journée, sensibiliser 48 enfants de CM1 et CM2 à la beauté du paysage. Un thème qui tient à cœur à Sylvain Augier. L'animateur de télévision de la carte au trésor veut les sensibiliser à l'environnement. Quand on voit le monde d'en haut, surtout d'un hélicoptère, on a une vision quasi divine. Donc c'est la meilleure façon de réaliser que le monde est fragile. Et à travers le vol qu'ils sont en train de faire, je pense qu'ils n'oublieront jamais ce baptême de l'air, qui les emmène pour la première fois au-dessus d'un endroit magnifique qui est les Alpilles, qui est un des endroits les plus beaux de France. Élu enfant méritant parmi plus de 18 autres classes marseillaises, les élèves de l'école Ruffy se savent privilégiés. Si le vol n'a duré que quelques minutes, les images resteront bien présentes. Les montagnes, elles paraissaient verticales. Moi, ça m'a plu, mais ça m'a pas vraiment donné envie de tomber. Parce que quand l'hélicoptère faisait des rotations, j'avais un peu peur quand même. Avant de décoller, j'ai eu peur. Après, quand je suis montée, j'ai encore plus peur. Mais quand j'ai pris l'habitude, ça va. Et quand on était en train de tourner, j'ai eu l'impression que l'hélicoptère, il allait aussi tourner. Premier vol d'une longue série. En juin, une vingtaine de jeunes atteints de cancer survoleront le Mont Blanc. Le top départ sera donné dimanche sur la Canebière à 8h. Le marathon, c'est 42 km 195 exactement à parcourir. Mais cette année, pour la 3e édition et pour la première fois, les coureurs les moins forcenés pourront aussi s'aligner sur un semi-marathon. Alors cette semaine, c'est le moment des dernières foulées d'entraînement. Émilie Jaffrat est allée à la rencontre d'un groupe qui s'entraîne depuis des mois. Écoutez-les. Déjà seul, j'aurais couru 15 jours avant l'entraînement, le marathon, tandis que là, ça fait un mois déjà, je crois qu'on court. Et on voit qu'on progresse. Et on apprend beaucoup de choses et on se découvre aussi soi pour voir jusqu'où on peut aller. Et je cherche surtout de l'endurance, bien sûr, et puis arriver bien à la course, pas arriver fatigué. Ça varie l'entraînement. Ça a marché et je me suis améliorée de quelques minutes. Ça fait que 9 mois que je cours et en fait c'est un petit défi pour moi. J'ai toujours fait du sport et j'ai envie de faire les choses bien et si je vais à un semi-marathon pour arriver complètement touriste. Et on passe maintenant à la revue de presse à lire aujourd'hui dans Le Parisien. Aujourd'hui en France, les distributeurs de billets désormais attaqués à la bonbonne de gaz. Un mode opératoire très dangereux puisque les malfaiteurs ne maîtrisent pas l'explosion. Le 8 avril dernier à Bouc-Bel-Air, la porte d'un distributeur automatique avait ainsi été soufflée à plus de 10 mètres. Et puis dans la Provence, polémique autour de l'Opéra municipal de Marseille. Hier matin sur France Inter, Frédéric Mitterrand avait suggéré de renouveler sa programmation et son fonctionnement. Aujourd'hui, la conseillère municipale Janine Imbert, déléguée à l'Opéra, réagit aux propos du ministre de la Culture et juge ces critiques scandaleuses. À lire donc dans la Provence. Voilà, c'est tout pour l'info. Je vais rejoindre mon invité. Daniel Sperling, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint au maire, délégué à l'accès à Internet pour tous. Vous avez signé une charte récemment avec les fournisseurs d'accès pour permettre le développement de la fibre numérique. On va y revenir, mais avant on va faire un point un petit peu sur l'état des lieux à Marseille. Alors est-ce que Marseille est en retard sur le numérique ? Alors non, justement, Marseille n'est pas en retard. Elle a pris la dimension. Nous avons lancé un schéma d'aménagement numérique du territoire de la ville de Marseille il y a à peu près 1 an et demi, qui a permis aujourd'hui de signer cette charte de bonne conduite avec ces 5 opérateurs, qui va nous permettre justement par rapport à ces opérateurs de faire en sorte que près de 300 millions d'euros, je dis bien 300 millions d'euros, soient investis dans les 5 ans par ces 5 opérateurs qui vont travailler sur la mise en place de la fibre optique à Marseille pour avoir accès au très haut débit. Donc ils vont investir, mais est-ce qu'ils vont investir partout ? On sait que souvent les entreprises privées ont du mal à investir dans les endroits, par exemple, un peu moins peuplés. Alors vous avez raison, c'est un peu la démarche que j'ai initiée à la demande de Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, dans le cadre du plan Marseille Mieux Vivre Ensemble, sur l'un des axes qui est un citoyen à part entière est un citoyen bien informé. Et donc l'idée, c'est effectivement de réduire
la fracture numérique dont on sait malheureusement quelle est la fracture sociale. Et donc j'ai demandé à l'ensemble des opérateurs de se mobiliser sur tout le territoire de la ville de Marseille. Par exemple à Marseille, quels sont les endroits qui posent problème? Écoutez, de façon générale, Marseille est l'une des villes les plus étendues de France et c'est plutôt les zones pavillonnaires qui posent problème. Quand vous pensez que le prix à la fibre, quand on tire une prise, varie de 200 € quand on est en zone très dense, au niveau d'un bailleur social par exemple, et peut aller jusqu'à 3 000 voire 4 000 € selon le cas quand nous sommes en zone pavillonnaire. Et là, effectivement, c'est la différence que nous demandons aux 5 opérateurs de combler pour que, c'est un peu l'analyse que nous avions faite, près de 8 000 foyers marseillais étaient un peu dans cette fracture et qui combleront d'ici 5 ans maximum. D'ici 5 ans, tout le monde à Marseille aura accès à la fibre numérique? Je peux dire que 98%, pour ne pas dire 100% des Marseillaises et des Marseillais pourront avoir accès à la fibre en haut et très haut débit. Je rappelle quand même que la technique de la DSL, c'était que 2 mégabits. La technique du très haut débit, donc en fibre optique, c'est plus de 100 mégabits. Donc ces notions techniques sont importantes parce que concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est l'arrivée de la télévision 3D dans tous les foyers marseillais. C'est la capacité de recevoir la TNT en bonne et due forme sur les écrans de télévision. J'imagine que c'est important aussi pour attirer des entreprises à Marseille. Alors ça, c'est un autre aspect majeur que vous soulignez, c'est la capacité d'investir dans le cadre du numérique. Aujourd'hui, il a été analysé que le numérique à peu près avait 2,5 voire 3%, correspondait à 3% du PIB. Nous pensons que le numérique va se développer et grâce au gouvernement, il y a près de 2 milliards d'investissements dans le cadre du grand emprunt. La ville de Marseille va se soumissionner dans le cadre de ce grand emprunt pour devenir justement Marseille ville numérique et va répondre à cette démarche-là et on devrait a priori analyser les choses, mais d'ici 4-5 ans, le PIB, le numérique devrait représenter à peu près 6% du PIB. Donc on a une fracture numérique mais aussi une fracture sociale, vous en parliez, tout le monde ne peut pas forcément avoir un ordinateur, il y a encore un quart des foyers français qui n'ont pas d'accès à Internet chez eux, alors comment y remédier? Alors ça c'est vrai et nous travaillons en particulier avec les bailleurs sociaux, nous avons lancé une grande expérimentation avec Habitat Marseille-Provence pour faire en sorte que l'ensemble des foyers soient équipés et notamment faire en sorte que l'accès au triple play, Internet, télévision, leur permette d'avoir pour 4 € maximum la même démarche que pourrait avoir un Marseillais lambda à 19,90 €. Donc ils pourront avoir le téléphone, l'accès au téléphone gratuit, l'accès à 120 chaînes et l'accès à Internet. L'accès au numérique pour tout le monde d'ici quelques années. Exactement. Merci beaucoup Daniel Sperling d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. L'info continue sur LCM.